Salut et bienvenue à tous. Petite devinette avant de commencer. Quel est le point commun entre un ZX12R, une 4L, une 605, un Ford Transit, une R19 et une Ford Sierra? Et ben la réponse elle arrive tout de suite. Dans chaque voiture que j'ai citée, il y a au moins une partie qui a servi à faire ça. Et ça c'est quoi? Bah c'est une voiture en kit, à construire soi-même, en suivant un mode d'emploi. Donc je me suis servi de toutes ces parties de voiture pour fabriquer mon jouet, mon rêve, celui que je voulais depuis très longtemps, depuis que ça a commencé, c'est-à-dire en 2008. Je te présente tout ça. Donc toutes ces pièces elles ont servi à fabriquer ma voiture, une Super 7. C'est un Heinz Roadster. C'est un projet low cost, c'est un projet qui a vu le jour en 2015, j'ai mis 2 ans à la fabriquer, 2500 heures de travail dessus environ, plusieurs configurations au fil du temps, là elle est en panne, parce que on est fidèle à soi-même, mais c'est rien, hein, c'est des bougies. Je vais la laver et je t'explique tout ça après. Allez go! Un peu le bordel. Désolé. Chèque de l'essence. Faut peut-être la descendre, non ? Mon ami le booster, mon meilleur ami. Impeccable!
bah c'est du sport, hein. Parce que même si elle pèse que 500 et quelques kilos, bah il faut en avoir un peu dans les bras pour le pousser. Bon allez, la suite, c'est la présentation. Je vous fais un topo récapitulatif de comment j'ai démarré, pourquoi j'ai démarré, avec quoi j'ai démarré. Je vais finir ma crise d'asthme et puis je reviens après. Spoiler alerte, dans cette vidéo, j'aurai ma tête de gars sérieux. C'est quand je réfléchis. J'ai voulu me construire ma voiture parce qu'en fait c'est né d'un besoin de changer, parce que j'ai toujours eu que des 205 quasiment et j'ai quasiment roulé que sur des tractions. J'ai eu une fois une Ford Sierra, c'était à ma mère quand j'ai passé le permis, etc. Bon bref. Et je voulais me prouver à moi-même que je savais faire des choses de mes mains, parce que j'avais touché à tout, aussi bien à la restauration moteur qu'extérieur. Il me manquait juste la partie soudure, mais j'avais déjà fait une 205 avec un moteur IMI 16 à une époque, où j'avais fabriqué l'arceau en entier et soudé la caisse. C'était pas du grand art, ça faisait le job. J'avais plus de réussite sur l'arceau, la caisse c'était un peu plus moyen on va dire. Bref, cette voiture d'ailleurs m'a causé tout un tas de misère, c'est pour ça qu'après j'avais une 205 Rallye que j'ai dédiée quasiment tout le temps à la piste. Par les concours de circonstances, il a fallu que je la vende, et avec l'argent que je me suis fait dessus, j'en ai profité pour acheter ce qu'il fallait pour construire la voiture. Alors je l'ai pas faite tout seul entièrement, en fait j'ai un pote Ludo là, qui s'est lancé dans le projet aussi, lui il avait une R5 GT Turbo. Et lui et moi, on s'est mis en tête de fabriquer chacun sa voiture. Et lui de son côté et moi du mien, on a fabriqué chacun notre propre voiture. Alors on s'est aidé évidemment, on a mis en commun certains achats, comme les tubes pour faire le châssis, les triangles, la tôlerie. On a mis en commun aussi une partie de la carrosserie, c'est-à-dire le nez, les ailes et les garde-boue, qu'il a fallu modifier en plus. On a mis en commun les sièges, les amortisseurs, et puis 2-3 petites pièces d'accastillage classique. Chacun, lui comme moi, on a construit tout seul notre voiture. On n'a pas mis les pattes sur la voiture de l'autre. Donc le départ de l'histoire, c'est ma femme qui m'offre un bouquin qui s'appelle « Construisez votre voiture à mini budget ». Donc la voiture, c'est un roadster, donc une réplique de Caterham. Les Anglais, ils sont très forts pour les répliques, ils font tout et n'importe quoi. Eux, ils ont la chance de pouvoir homologuer facilement ce qu'ils sont en train de fabriquer. Chez nous, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. Donc en fait, ce bouquin-là que tu peux trouver dans toutes les librairies ou tu le commandes sur internet, hein, tu peux le trouver n'importe où, je te mets le lien en description en bas si c'est libre. Ça te donne le matériel qu'il te faut, le type de tube qu'il te faut, ça te donne les codes des tubes à couper, la façon dont il faut les souder avec l'ordre pour les souder, et ensuite les étapes de montage pour les triangles, les porte-moyeux, le moteur, le faisceau, la carrosserie, etc. jusqu'à avoir une voiture fonctionnelle et roulante. Pour te dire au niveau budget, avec un châssis roulant, c'est-à-dire le moteur, le châssis à nu avec les ailes et tout ça, un siège, pour 2500 balles, t'as un truc qui roule. Et pour 500 balles de plus, t'as la carrosserie autour et tu peux aller rouler, tu peux aller faire le con sur le circuit sans problème. Et ça, c'est à prendre en compte, c'est à réfléchir. Hein. Parce qu'en termes de perf, bon, ok, t'as peut-être un moteur pas terrible, enfin ça dépend de la base que tu prends, hein, tu peux prendre tout et n'importe quoi. Tout se monte hein, dans tous les cas, hein, c'est à toi ensuite de t'adapter. Et ben en fait, tu peux avoir un engin qui est déjà très efficace pour vraiment pas cher. Hein. La première question qu'il faut se poser quand on se lance dans ce genre de projet, c'est est-ce que je vais le finir? Si t'es pas sûr de répondre oui à la question, ne commence même pas. Parce que c'est un projet qui va te mener dans un monde de frustration, de sentiment d'échec, dans une négativité dont t'as pas idée. Parce que quand t'es bloqué sur quelque chose, c'est très dur de se remettre dedans parce que t'as tendance à mettre de côté un certain temps. Et quand tu y reviens, tu te dis putain, j'ai toujours pas fait ce truc-là, ça me fait chier de le faire, je sais pas comment je vais faire et tout. Et en fait, tu arrêtes et tu te rebarres et puis tu reviens un mois ou deux après. Moi, ça m'est arrivé. Il y a eu des pauses de 3-4 mois où j'ai rien fait dessus. Mais au bout d'un moment, je me suis dit putain, il faut y aller quoi, le bout il est pas loin donc vas-y, tire-toi les doigts et puis t'y vas quoi. Il y en a énormément qui ont commencé et qui n'ont pas terminé. Ils sont une grosse proportion à pas avoir fini. T'as de temps en temps des châssis à vendre, un projet en cours, où les mecs ils étaient super enthousiastes pour y aller, et puis au final ils ont arrêté en cours de route. Si vraiment le projet c'était le rêve de ta vie, bah clairement ça ne l'était pas parce que tu l'as arrêté. Et moi je pouvais pas le faire. Moi mon rêve c'était de me construire une voiture en liant toutes mes compétences pour la réaliser. J'y suis arrivé, non sans mal. Il y a des compétences que j'ai acquises sur le moment. Je les avais pas toutes. Je me suis posé les bonnes questions au départ. Il y en avait quelques-unes où je pouvais pas répondre oui, où je pouvais pas dire oui j'ai la compétence, j'attaque. Par exemple, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai la place de faire tout ça? Bon il y avait un post sur les 3 que j'avais pas, c'était les compétences pour certaines choses, notamment la tôlerie. Même si j'avais fait de la tôlerie aéronautique, j'étais contrôleur dans une boîte qui faisait ça.
J'ai pas pratiqué plus que ça. J'ai eu les techniques, on m'a appris quelques trucs, mais jamais vraiment mis en pratique. Et au final, ça m'a servi pour faire cette voiture. D'ailleurs, j'ai des anciens collègues qui ont participé sur cette voiture, notamment sur les pivots avant, sur le réservoir. Merci à eux, ils m'ont enlevé une grosse épine du pied. Un réseau, ça sert toujours. Et là, clairement, le réseau, il a fallu le faire fumer bien comme il faut. Et les mecs, ils m'ont fait du travail, mais vraiment aux petits oignons. La boîte à air, une pure merveille. Le réservoir en inox, une pure merveille. Donc merci à eux, merci d'y avoir contribué. Tu risques aussi de rencontrer pendant l'élaboration de ton projet des gens que j'appellerais des gens toxiques. Des gens qui n'ont jamais rien fait de leur 10 doigts et qui vont te dire que c'est impossible à faire. Ces gens-là, tu les satellises, mais ils n'existent pas pour toi. Si tu commences à les écouter, tu peux plus rien faire. T'en rencontres tous les jours, t'en as au boulot, t'en as dans ta famille, etc. Ces gens-là, tu leur dis merde. Il faut surtout pas écouter ce que les autres veulent de bien pour toi. Parce que le seul qui sait ce qui est bien pour toi, c'est toi-même. Les autres, t'en as rien à foutre. Ils sont juste là par jalousie. Et tu verras que la plupart du temps, ces gens-là qui te disent que c'est impossible et tout, c'est ceux qui voudraient faire pareil, mais qui le peuvent pas parce que intellectuellement c'est pas possible, manuellement c'est pas possible, et que financièrement c'est pas possible. Tu t'apercevras vite que ces gens-là, en fait, ils ne sont pas bons pour toi. Il faut donc que ces gens-là, tu les mettes de côté. Et t'en rencontres tous les jours de ces gens-là. Tu sais, des gens qui te critiquent sans arrêt, alors que justement, eux derrière, ils peuvent pas t'apprendre quelque chose, ils ont jamais rien fait de leur vie, tu vois. Ils ont jamais fait quelque chose de similaire. Donc ces gens-là, poubelle. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce projet, il y a quand même de la frustration, mais une fois qu'il est mené à terme, toutes ces frustrations-là, elles n'existent plus parce que justement, tu as la joie d'avoir construit toi-même un véhicule. C'est quand même pas rien, quoi. Donc moi, tu vois, j'ai commencé avec une Ford Sierra. C'est une voiture donneuse. Tu es obligé de prendre une voiture de base pour récupérer les pièces dessus. Tu peux très bien les acheter à part, mais il vaut mieux prendre un modèle complet, ça coûtera moins cher. Ma Ford Sierra, c'était une 2 litres carbu, 109 chevaux, avec un pont en ratio de 3,14. C'est le pont quasiment le plus long, d'ailleurs c'est le pont le plus long qui existe sur les Sierra. Pour tout te dire, à 90, c'était à 2000 tours, hein, juste après le ralenti, on va dire. Moi j'ai changé ça, j'en ai racheté un autre à côté en 3,92, et là je peux te dire que ça a un peu plus de pêche. Donc dessus, j'ai récupéré le moteur, j'ai récupéré la boîte, j'ai récupéré le faisceau moteur. Le faisceau à l'intérieur, j'en avais pas besoin, juste des morceaux au niveau du commodo, mais sans plus. Avec le volant, tiens, tu peux le voir, colonne de direction avec les commodos. Et j'ai récupéré les porte-moyeux arrière et tout ce qui était un petit peu train avant, plus les pivots, et puis c'est à peu près tout. Bon alors évidemment, certains pourraient me reprocher d'avoir massacré un véhicule de collection, un Youngtimer. Je t'arrête tout de suite, on va tout remettre dans le contexte. On était en 2013, il me fallait une voiture donneuse. La Ford Sierra, c'est pas le modèle le plus populaire. Bon, elle a été vendue à beaucoup d'exemplaires, mais sur le marché de l'occasion, il y en a encore beaucoup et à très pas cher. Si on remet dans le contexte, une Ford Sierra, ça coûtait moins cher qu'une 205 GTI par exemple. Et même si une 205 GTI, ça vaut pas le prix que ça vaut aujourd'hui, la demande était vachement moins forte et l'effet Youngtimer, il n'existait pas plus que ça encore. Ça commençait à grimper, mais vraiment sans plus. Donc partant de ce postulat, comme elle réunissait quasiment 90% des pièces qu'il me fallait pour faire rouler mon Roadster, et ben je l'ai acheté. Et j'ai eu aucune mauvaise conscience de la dépouiller, de la cisailler, de la couper et de tout foutre à la ferraille, ce qui restait. D'ailleurs ça a fait des heureux parce que l'intérieur cuir est parti quelque part pour restaurer notre Sierra. Le tableau de bord il est parti à un autre endroit, les jantes c'est pareil, enfin bon il y a plein de trucs qui ont été recyclés on va dire. Et ça fait le bonheur de tout le monde, moi en premier puis les autres ensuite. En plus de ça, tu sais quoi, je l'avais payé 450 balles et elle m'est revenue à peau de balle à la fin en ayant vendu toutes les pièces. Donc pour moi c'était une opération blanche et on restait toujours dans le low cost, le petit budget. Et un des buts du projet c'est aussi ça, la maîtrise des dépenses. Une fois que tu as fini de dépouiller ta voiture, il faut que tu te fabriques un petit marbre. Dans le bouquin ils disent de prendre une grande planche d'une certaine dimension, assez épaisse, mettre des renforts en dessous et ça fait le job. Dans la réalité il faudra vraiment renforcer le truc et partir sur des grosses poutres IPN ou un truc comme ça un peu rectifié pour éviter les déformations du châssis. Une fois le marbre fait, tu coupes tes tubes, tu mets tes petites cales en bois comme ils te disent dans le bouquin. Et tu commences à souder tes pièces. Le châssis, je l'ai fini en 1 mois et demi à peu près. On va dire à 95%. Et les 5% restants, je te dirais que j'ai dû mettre 1 an. Allez, 1 an, hein, parce que j'avais plus de temps après. Il y a des moments, il y a des hauts et des bas. Et là, c'était un moment de bas, on va dire. Et ça a pris un peu plus de temps que prévu, quoi. Bon, c'est comme ça, ça fait partie de chacun, on va dire. Donc, comme tu peux le voir, hein, le châssis s'est monté assez vite. On va dire que tu as un truc qui ressemble à quelque chose en très peu de temps, quoi. Hein. Ça va très vite à faire. Hein. Et puis, avec pas grand chose. J'avais juste un semi-auto, une équerre, une disqueuse.
une pointe à tracer, roule ma poule quoi, c'était tout ce qu'il fallait. Une fois que le châssis est sorti du marbre, j'avais 2 cm de défaut, je te jure 2 cm de défaut de planéité. Sur toute la longueur, sur les 3,10 m du châssis, il y avait 2 cm, ça faisait une banane énorme. J'avais regardé avec une grosse règle, c'était la catastrophe. Il a fallu dépointer certains tubes, en raccourcir quelques-uns, mettre le châssis en contrainte. Alors avec des trucs, je te raconte pas, il a fallu mettre des poids de muscu, tirer à la sangle, vraiment faire le bourrin. Tout souder ensuite, et une fois que j'ai tout enlevé, j'avais encore un défaut. Ah! Il y a un petit défaut de 5 mm. Sur 3,10 m, c'est négligeable. Franchement, il y a des voitures, elles sortent aujourd'hui, elles ont plus de défauts que ça, quoi. À mon petit niveau, à ma petite échelle d'artisan, avec mon petit marbre en bois, pas cher, 5 mm sur 3,10 m, aux petits oignons, comme ça. Oh c'était bon. C'était au poil. Pour moi, ça me satisfaisait. D'autant plus que la carrosserie est faite aussi sur mesure. Moi, j'ai fait la carrosserie, les panneaux latéraux et tout ça. C'est fait directement sur le châssis. Bah, le défaut, tu le vois pas. Hein. Non, tu le vois pas. Alors, tout ce qui est triangle, dans le bouquin, ils disent de fabriquer un gabarit et de faire des triangles avec. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris de la tôle de 5. J'ai fait un gabarit. Sachant que les rotules sont réglables. Bon, s'il y avait des défauts, c'est pas 5/10 qui allait changer la face du monde. Donc j'ai fait des triangles avant, arrière. J'ai fait aussi ceux de la voiture de Ludo. Et j'ai fabriqué aussi les porte-moyeux arrière. Parce qu'il faut savoir que tu peux pas prendre les porte-moyeux de la Sierra. Il était obligé de les fabriquer parce que ça passe pas. Il a fallu faire la direction. Tu fais toujours ta petite photo où t'as mis ton volant, les 4 roues, et tu t'imagines que la voiture elle roule. Donc ça, tous les mecs, ils l'ont fait, hein, et puis moi le premier. Et puis j'ai pas honte, hein, j'étais en train de kiffer mon truc, c'était voilà, c'était mon petit trip du moment, j'étais content. Et la suite, elle arrive petit à petit, quoi. Donc tu montes le moteur, t'es tout content, tu le fais démarrer. Tu montes ton système de freinage, tu essaies d'arranger au mieux ton faisceau, et puis tu commences à aller faire un petit tour dans le jardin. Et puis là, le début vraiment, la concrétisation de ce que tu as sué, mais vraiment sué, hein, que tu en as chié pour sortir quelque chose de propre, de fonctionnel, là, ça y est, ça devient concret. Là, tu touches des doigts ce que tu as fait, ce que tu avais dans la tête. Ce que tu rêvais depuis longtemps, tu l'as. J'ai embarqué mon fils et on a été faire un tour dans le quartier. Pour tout te dire, la bagnole, elle avait son moteur. Il y avait juste le nez, les garde-debout, et c'est tout. Il y avait quand même les freins. Mais on est parti comme ça dans le quartier, il n'y avait pas de tôlerie, il n'y avait rien. C'était le kiff total, quoi. Je me serais fait arrêter, la bagnole a parti direct à la fourrière. Puis moi, peut-être avec les menottes, et puis on n'en parlait plus. Tu as pas dit ça non plus, tu l'as dit. Ah, de ce côté-là, je veux bien, mais de l'autre côté, c'est une cave. Non. Oh, t'as allumé tes caméras? Eh, doucement, ah, c'est tranquille. On voit presque pas ta tête. Donc une fois revenu de ce tour, j'étais tout guette, hein. Bon, t'as entendu, il y avait des petits problèmes d'accélérateur qui restaient bloqués. Et puis j'avais commencé à faire la carrosserie. C'est pas évident, hein, parce que bon, par exemple le capot, j'ai recommencé 3 fois, hein, quand même, hein, c'était pas facile. Le nez, il a fallu l'élargir, j'ai raccourci les garde-boue avant. Les ailes arrière, il n'y avait rien à faire dessus, j'ai fait tout l'arrière. Et je vais te dire exactement ce que j'ai acheté sur la voiture, que j'ai pas fabriqué. Le nez, les garde-boue avant, les ailes, les sièges et les amortisseurs. Après évidemment tout ce qui venait de la voiture donneuse, donc les pivots et les autres conneries, tout ça, tout le reste a été fabriqué à la maison.
2500 heures. Je te dis environ, hein, parce que ça se trouve c'est plus. De toute façon, avec les évolutions qu'il y a eu ensuite, c'est sûr c'est plus. Donc pour quantifier et valoriser ce travail-là, bon bah tu multiplies 2500 heures par le taux horaire d'un garage. On en parlera après, mais à mon avis, ça vaut pas le prix que vaudrait la voiture aujourd'hui. Hein. Alors là, tu vois, j'étais arrivé à un moment où la voiture, elle était finie. Enfin, finie, on va dire à 99%, il y avait plus grand chose à faire. Elle était fonctionnelle à 99%. Et voilà Tipoc, Ludo m'appelle en me disant bah écoute, j'ai récupéré un moteur de ZX12R, je vais le mettre dedans dans ma voiture. J'ai dit ouais, bon bah écoute, pas de souci. Le truc c'est que on avait décidé de construire les voitures pour qu'elles soient le plus identiques possible, pour qu'on se jauge par rapport à nos compétences et non pas par rapport à la voiture. Le problème c'est que s'il passait en moteur de moto, donc on enlevait la boîte de la voiture, il gagnait déjà 35 kg. Le moteur de moto il pèse rien, il doit faire dans les 70-80 kg à tout péter. Celui de Sierra il doit faire dans les 120-130 kg, il est en fonte, hein, il est super lourd. Donc je partais avec un désavantage sérieux parce que en plus de ça, elle faisait 180 chevaux sa ZX12R contre la bagnole qui faisait 110-125 chevaux. Tu vois. Tu perds 100 kg et tu gagnes 70 chevaux. Franchement, là, le rapport poids-puissance, en plus sur des voitures qui sont aussi légères, bah, tu te doutes bien que là c'est plus équitable. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai acheté aussi un ZX12R à la casse. Hein, qu'on n'avait pas à me jeter des pierres ou quoi que ce soit, la bécane était à la casse. Le moteur fonctionnait, c'est tout ce que j'ai pris. Je l'ai foutu dedans, ça a donné le résultat que voilà. Et en plus ça marche du feu de Dieu. Donc là on était revenu à égalité. Une fois que le moteur était grimpé dans la voiture, tout fonctionne, t'as vu le petit tour de roulage impeccable. J'ai un petit peu anticipé sur la partie roulage parce qu'en fait avant ça t'as énormément de travail. Parce que tout ce que t'as monté, toutes les petites adaptations, tous les trucs dont t'étais pas sûr, une fois que toutes les pièces sont montées, tout est validé, que rien ne peut interférer avec une autre pièce, par exemple une durite de frein qui irait pas au bon endroit ou une durite d'eau avec le circuit d'huile. Ça gêne un tube si tu démontes le moteur, enfin une connerie comme ça, tu vois. Et bah là, le pire, c'est que t'as tout monté, t'es tout content, il y a tout qui fonctionne. Faut tout redémonter. Parce qu'il faut bien le peindre, ce châssis. Il faut bien le protéger. Moi, je l'ai envoyé en aérogommage, parce que c'était plus simple. Je me voyais pas tout faire à la brosse métallique au papier à poncer, donc direction le sablage. J'ai récupéré le châssis, j'ai passé un apprêt anti-rouille, mon compresseur a complètement foiré. Quand je te dis le royaume du fail, cette chaîne, mais c'est pas une blague, hein. Au moment où j'étais en train de peindre et de passer l'après, le compresseur s'est mis en rade. Donc il a fallu que je termine à la patte de lapin avec le rouleau. L'effet était à chier, j'étais dégoûté parce que tout était super propre. Il n'y avait plus rien qui gênait. Et putain, c'est la finition qui a foiré. Bah là, j'étais dans le somme total quoi. Je répare le compresseur. Je commence à... Bon, j'ai poncé le châssis, l'arceau, etc. Je commence à passer le noir, le compresseur, chlar, en rade, en plein milieu. J'ai dit, oh putain, j'ai été dégoûté, mais quelque chose, t'as pas idée quoi. Mais vraiment, la rage totale quoi. Résultat, ça a quand même fait le job. Je me suis dit, bon, le châssis, c'est pas un truc qu'on voit quoi. Il va être caché par la tôle, il y aura 2-3 trucs qui seront un peu apparents à l'intérieur au niveau des places. Place passager et puis place conducteur, donc sur les côtés, là et puis là. Après pour l'arceau ça me faisait quand même vachement chier parce qu'en fait le sablage avait été quand même relativement épais, grossier on va dire, vraiment du hard. J'ai pu passer qu'une seule couche de noir sur l'arceau, ce qui fait qu'il est un peu satin et il gratte un peu quoi. Bon, ça permet de bien le prendre, tu vois, c'est bien préhensible le truc. Une fois que tout est peint, bah, c'est la partie vraiment la plus plaisante, hein, c'est le remontage. Parce que normalement t'as tout nettoyé, tout dégraissé et t'as même plus besoin de gants justement pour bosser, t'as les mains propres.
Donc leur montage se poursuit gentiment au fil du temps et tout, avec la petite excitation du moment, tu sais, pour tout terminer bien comme il faut. Je voulais une finition qui soit propre, pas forcément exemplaire, parce que même si j'ai passé beaucoup de temps dessus, je savais qu'au niveau de mes capacités, je pouvais pas faire un truc vraiment exceptionnel, sorti showroom si tu veux quoi. Je voulais quelque chose qui respire un peu la qualité. Que ce soit pas un truc que t'as fait dans le fin fond de ta grange ou au coin de la rue et que t'as mis tes grosses mains dégueulasses dessus et puis que ça fait crade quoi. Donc je voulais vraiment un truc vraiment très propre. C'est pour ça que j'ai léché les finitions au niveau de la carrosserie. Forcément vu que c'est le premier truc qu'on voit. Mais au niveau aussi de l'intérieur, j'ai fabriqué le tableau de bord en fibre. Par rapport à un patron en bois et tout ça, donc je me suis un peu galéré à le faire. J'avais fait à une époque une boîte à air en carbone que j'ai repris plusieurs fois, puis au final que j'ai lâché parce que t'as vu, j'en ai fait une en aluminium, pour surtout qu'elle encaisse un petit peu la pression au cas où je la mettais en dynamique ou voire même en turbo. À une époque je m'étais posé la question, tu vois, vu les emmerdes que t'as avec le moteur de moto au secours. J'ai fait une peinture au niveau du nez et des ailes et des garde-boue. Et tout le reste, c'est que du covering. Tout l'aluminium est à nu à l'intérieur. Et franchement, j'ai un résultat qui est pas dégueulasse. Qui me convient. Alors ça peut ne pas convenir à tout le monde, hein, c'est pas grave, mais en même temps c'est ma bagnole, donc je fais ce que je veux avec. J'aurais aimé avoir eu le temps, enfin j'aurais le temps, hein, aujourd'hui tu me diras, de fignoler certaines choses. Disons que c'est l'occasion qui a pas fait de larron si tu veux. J'ai pas eu le courage en fait de m'y mettre à certains moments. J'ai eu d'autres projets entre temps. Donc tu as pu voir hein, sur la chaîne, je suis quand même pas mal occupé, j'ai le taf à côté. Il y a la famille, évidemment, il y a la baraque, donc bon, des fois il faut prioriser. Sachant que la voiture aujourd'hui n'a pas roulé depuis 2017 réellement, date à laquelle où j'ai fusillé un moteur, où en fait à fond de 2, j'ai repassé la 1 au lieu de repasser la 3. Ça a fait mal un petit peu dans mon petit cœur, et beaucoup dans le moteur. C'est d'ailleurs ce moteur-là qui a servi à faire la table basse, celle qui est là, en lien. Donc tu vois, on recycle. À la maison on recycle, hein. Rien n'est perdu, tout se transforme. Alors cette petite vidéo va s'achever là, parce qu'il y a énormément à dire. J'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure, il n'y a personne qui va regarder jusqu'au bout. Donc on va dire que la partie 1 se termine. La partie 2, ce sera donc l'état dans lequel elle est, la voiture. Je te présente absolument tout, toute la voiture. Pour revenir sur le début de la vidéo, je vais te montrer quelle pièce va où, de toutes les voitures donneuses, ou même que j'ai achetées. Hein. D'ailleurs, j'avais oublié de mettre dans le lot une Polo. Bon, hein, il y a aussi du Volkswagen dans ma voiture, on va pas pleurer là-dessus. Hein, il faut de tout pour faire un monde, hein, pas forcément le meilleur des mondes, mais bon, ça a fait une entièreté, donc voilà. Oh putain, je vais me faire déglinguer, c'est obligé. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Tu vas découvrir les performances de la voiture, quand j'ai roulé, ce qui s'est passé pendant le roulage, et les évolutions qu'il y aura sur cette voiture. Parce que c'est pas fini, je vais pas la lâcher. J'ai pas passé assez d'heures dessus, je crois. Il me manque encore un petit 200-300 heures, tu vois, et je sens que je peux encore donner 200 à 300 heures de mon temps pour cette voiture, je le sens bien comme ça. Bon allez, je te dis à plus tard, et porte-toi bien, salut! Toujours autant de galère à sortir de ce truc là, putain. Et encore, il n'y a pas de porte.